J'adore tous ces petits boutons là. Je bah, vois pas. Oui, voilà, avec la nuit. Il y en a un des pour écrans, tout. mais c'est trop bien. Ils s'éclairent Ouais, quand orange, quand tu mets les feux. Ah, chers petits observateurs, mercredi 18 h, n'oubliez pas de vous abonner à POA, c'est important pour nous. Et sachez que au début des années 90, la marque anglaise Rover avait un partenariat industriel avec Honda. Et ils coproduisaient des modèles qui étaient très intéressants, dont une berline qui me plaisait beaucoup à l'époque, qui s'appelait la 825 Sterling. Et beaucoup plus rare, il y a eu un coupé qui s'appelait 827 SC Sterling. Il y en a eu 300 en France et j'en ai un aujourd'hui. Je dis Jean parce que j'aime cette voiture, grâce à Nicolas. Bonjour, tu vas bien Renaud. Nicolas? Ça va et toi? Pour ceux qui suivent POA, on s'est déjà croisés Tout à avec fait. ta Rover ZT, enfin ta MG. La ZT MG V8, absolument, oui. Voilà. Et voilà, là tu passais dans le coin, c'est un peu. Mais je me suis dit, il faut la faire ta voiture. Parce qu'il y en a, tu dis 300, mais il en reste combien de ce beau coupé? Alors, il y en a eu, d'après les chiffres d'immatriculation, 267 et on estime qu'il y en a une quarantaine encore en circulation immatriculée. Donc pas beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'enchante chaque matin quand tu démarres cette voiture qui a l'air comme neuve, hein, je précise, alors qu'elle est de 92 hein. Elle est de 92, alors comme neuve, t'es gentil, mais bon, il y a toujours des petits défauts. Mais ce qui m'enchante, c'est en fait sa ligne, qui est quand même celle d'un très grand coupé, parce qu'il fait presque 5 mètres de long. Hein. Donc c'est pas facile à garer tous les jours. Mais voilà, ces grandes portières immenses, on a vraiment le sentiment d'un véhicule pas du tout conçu pour la vie pratique de tous les jours, parce que les portes en question, voilà la porte sur un supermarché, sur un parking de supermarché, tu peux pas aller faire tes courses avec ça, quoi. Quand tu vois le débattement. Quoi, elle fait à plus d'un mètre là? Pas loin, hein, ouais, donc c'est vraiment compliqué dans ce genre de parking. Mais bon, je ne l'ai pas acheté non plus pour aller au supermarché avec, je vais être honnête. Est-ce qu'il y a un autre détail à la rigueur intérieure qui t'enchante? L'intérieur, il est typique en fait de ce que Rover aussi pouvait proposer à cette époque-là. Et dans son exécution, je trouve la plus aboutie. Cuir pleine fleur Connolly, le bois, et vraiment du cuir de très très bonne qualité. Hein. Il est complètement d'origine, il est encore très souple, très... Et voilà, Rover n'a jamais ensuite, je trouve, réussi à atteindre ce niveau de qualité-là dans ses cuirs. Ça, c'est vraiment l'aboutissement. Alors, pareil, pour ceux qui ne sauraient pas, revenons rapidement sur la genèse de cette voiture, qui au départ était une berline. Moi, je croyais que c'était un simple habillage de la Honda Légende. Et tu m'as dit non, à l'époque, Rover, c'était un partenariat industriel qu'ils ont développé ensemble. Le partenariat industriel entre donc British Leyland d'abord, et Honda, il est né à la fin des années 70, début 80. Et la Rover 800 a été commercialisée en 86. Et c'est sans doute le meilleur aboutissement de leur relation, en fait, parce que c'était vraiment un co-développement 50-50. Rover s'est occupé du châssis. Chacun avait son propre intérieur, etc. Mais Rover s'est occupé du châssis, Honda s'est occupé du moteur V6, la suspension était Rover aussi en termes de conception, etc. Donc c'était vraiment un équilibre 50-50. Et par la suite, après, Honda a, on va dire, plutôt livré des produits presque clés en main à Rover, qui n'avait plus beaucoup de marge de manœuvre pour faire ce qu'il voulait avec. Mais c'est pas le cas de celle-là. C'est pas le cas de celle-là. Donc c'est pas une Honda Légende coupée, comme je croyais. Non, pas du tout. D'ailleurs, la Honda Légende coupée, et sur un empattement raccourci de la Honda Légende, alors que la 800 coupée, c'est rigoureusement le même empattement que la 800 berline. Donc c'est pour ça aussi qu'on a énormément de place à l'arrière. Ouais, remonte aussi. Voilà, je suis happé par l'intérieur, mais ça c'est pas électrique quand même, non? Non, c'est pas électrique. Enfin, les fauteuils sont électriques. Les fauteuils avant sont électriques, bien sûr, mais... Voilà. Mais on a de la place, on a un accoudoir central très confortable. Alors... Je vais m'y mettre, moi, je vais le montrer aux gens. Parce que... non, mais... Moi, j'ai un souvenir, à l'époque, j'étais fan de Jaguar. Bien sûr, ça ne valait pas le prix d'une Jaguar, mais c'était l'esprit Jaguar complet. On me disait, c'est une petite Jaguar, quoi. Alors, ce modèle-là, en plus, c'était vraiment le vaisseau amiral de la marque, hein, quand il a été lancé. Mais c'est une voiture qui n'avait pas vraiment sa clientèle, en fait, Mais comment tu l'expliques? Parce que moi, j'ai eu une XJ40, c'est exactement de la même année. Franchement, c'est pas loin
de l'esprit de la XJ40. Hein. Il y avait plein dans la XJ40, tu avais des plastiques, tu avais des trucs. Ouais. Ok, les boiseries étaient un peu marketées. Quand je vais ressortir, parce que Ouais. il fait très très chaud. Ouais. On est le jour de la canicule. Hein. Mais comment tu expliques qu'elle ne trouvait pas sa clientèle? Bah, à cause de l'image de marque de Rover aussi, qui n'était pas forcément non plus aussi bien positionnée en haut de gamme que Jaguar. Donc les gens qui voulaient mettre ce genre de prix-là dans une voiture comme ça, spontanément, ils n'allaient pas forcément vers Rover. Mais la berline, je ne parle pas du coupé, on verra. Ouais. Mais elle valait beaucoup moins cher Oui. en même temps. Donc tu pouvais avoir Oui, les puis sensations Jaguar. La berline a été disponible en plein de versions, équipement, motorisation, etc., à des prix très attractifs hein, pour l'époque. Mais le coupé, lui, alors déjà le coupé, il n'y avait pas d'option. Tout équipement était de série, mais il n'y avait aucune option au catalogue. Le seul choix qu'on avait, c'était entre boîte automatique ou boîte manuelle. D'accord, tu es en train de me dire le toit ouvrant, Tout, l'ordinateur de bord, tout. fauteuil. Le régulateur de vitesse, les vitres électriques à impulsion, Ouais. la clim automatique régulée, les sièges électriques à mémoire, y compris la mémorisation des réglages rétroviseurs. Enfin, voilà, tout ça était de série, il n'y avait aucune option. Ouais. Même l'airbag conducteur, qui était une première chez Rover. Voilà, donc... Ouais, mais tu m'as dit, le problème, pour le coup, autant les berlines avaient coûté 30-40% moins cher, Ouais. celle-là, ils l'ont sorti au prix d'une Mercedes 300 CE24. Ouais, bah, d'ailleurs, la presse à l'époque était pas tendre, hein, en disant en gros que oui, il y avait une très belle qualité de présentation, mais que face à la concurrence, elle pouvait difficilement rivaliser. Le prix catalogue, quand elle a été lancée, fin 92, c'était 289 000 francs. Tu convertis ça en euros, t'es pas loin de 45 000 euros, et c'est avant inflation depuis 30 ans, donc t'imagines un peu ce que ça représentait à l'époque. Et effectivement, tu avais sur ce terrain-là des 300 CE, Mercedes par exemple, qui avaient, eux, une vraie clientèle pour ce genre de voiture. Quoi. Et c'était tellement cher d'ailleurs en prix catalogue que Rover a eu énormément de mal à les écouler en France. Chaque concessionnaire en avait eu un en dotation, et ils ont eu énormément de mal à les écouler, et ils faisaient des rabais pas possibles. À peine un an après, on pouvait déjà avoir 40% de remise sur le prix catalogue. Donc là, ça devenait une affaire. Et la mienne, qui a été fabriquée fin 92, sa première immatriculation ne date que de janvier 94. Donc tu vois, elle est restée plus d'1 an en stock avant d'être vendue. On regarde le moteur, parce qu'il y avait donc, alors là, pour le coup, le 6 cylindres, c'est un V6. Hein. V6 Honda. Pour le coup, il est retravaillé ou c'est purement celui de la légende? C'est rigoureusement le même. Ah. Il n'y a aucune différence mécanique. Et c'est indestructible. Le V6 Honda est réputé, c'est le premier V6 que Honda a fait, et il est vraiment indestructible ce moteur. Moi j'ai entendu effectivement que c'était d'une fiabilité redoutable et qu'en gros, tu peux faire des centaines de milliers de kilomètres. Ah oui, la voiture lâche avant le moteur. Ah ouais? C'est un peu la réputation des 800. Faut pas que j'oublie ma question, sinon tu vieillis. Combien ça consomme? Ça me convient. C'est relativement raisonnable quand même pour un V6 essence. Sur autoroute stabilisée 130, je tourne à 9,5 litres, 10 litres avec la clim. Et puis en ville ça s'envole quoi. En usage mixte, on tourne à 12 litres à peu près quoi. On n'a même pas dit, il fait combien de chevaux cette histoire? Je sais même pas. Alors donc 2,7 litres de cylindrée et 169 chevaux catalysés. Ouais. Quand il n'était pas catalysé, il faisait un peu plus, il faisait 177. Avant de faire le tour, il ne faut pas oublier, déjà la boutique POA, il y a des super t-shirts, il y a des petits logos, il y a tout. Enfin, allez voir, on vous le met en description. Et POA TV, le site. Le site, si vous voulez retrouver tous les petits observateurs, on se fait notre auto-promo. Il y en a plus de 400, vous retrouvez toutes les rubriques, vous pouvez faire des recherches par marque, par rubrique, par secret de design, par plus de 2500 vidéos. Croyez-moi que vous allez sûrement trouver une voiture à votre pied. J'adore tous ces petits boutons là, je vois pas, oui voilà avec la nuit il y en a un pour écrans, mais c'est trop bien. Ils s'éclairent hein, orange, quand tu mets les feux. Ah pour le coup là c'est les mêmes compteurs que dans les Honda. Il y avait pratiquement la même lumière, non je me trompe? Les blocs compteurs je crois n'étaient pas les mêmes. Hein. Ah bon? C'est toi le spécialiste, agite pas à le coller. En même temps, j'ai jamais eu de Honda Légende moi, non, mais la boîte auto est à vidanger assez régulièrement, tous les 2 ans. Et il y a beaucoup de voitures qui ont jamais fait, qui ont des pannes de boîte auto à cause de ça. La boîte en elle-même est fiable, c'est de la boîte Honda, mais si elle n'est pas vidangée régulièrement, voilà. Donc point. Et avec la bonne huile, très important. Qui est quoi comme huile, tu sais? C'est l'huile qu'on retrouve dans les boîtes Hondamatiques, notamment. C'est le même type. Sur la 800 en elle-même, ses principaux défauts, ça va être l'électricité.
de bord. Donc une vraie anglaise, quoi. Une vraie anglaise, des défauts de faux contacts sur les boîtes à fusibles qui font qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent plus, tu comprends pas pourquoi, les commandes de vitres, ce genre de choses. J'ai lu que les soudures pétaient, c'est Ouais, ça. en fait, moi sur la mienne, j'ai refait toutes les soudures de la boîte à fusibles. Ouais. C'est pas compliqué hein, quand on sait manier le fer à souder. Parce que j'avais des trucs voilà, qui fonctionnaient plus aléatoirement, je comprenais pas pourquoi, je donnais un coup de genou là-dedans et ça remarchait, tu vois. Donc, et c'est le principal problème. Il y a également le relais de démarrage qui contrôle la pompe à essence, qu'on appelle le main relay en anglais, donc le relais principal. Ça, toutes les rovers à motorisation Honda ont ce principe-là. Et lui peut devenir défaillant aussi. Là aussi, il faut refaire les soudures dessus très simplement. Ça, tu me disais que ça pétait souvent, ça craquait. Là, c'est pas le cas. Là. Non, c'est pas qu'elle craquelle, c'est qu'elle se gondole. Sur toutes les 800, avec l'effet du soleil et de la chaleur en particulier, la casquette du bloc compteur a tendance à se soulever. D'ailleurs, on le voit, la mienne, ça commence très légèrement. On voit que c'est pas très jointif là. Quoi, et pourtant, la colle, c'est quoi, en fait, à la base, ça n'est pas collé. Alors la solution, c'est justement de coller par en dessous sur l'armature métallique du tableau de bord. Je l'ai fait d'ailleurs sur la mienne, hein, mais tu vois, ça ne suffit pas. Ça commence à se soulever. Donc il va falloir d'ailleurs que je le refasse. En dehors de ça, pas grand chose à en dire, si ce n'est au niveau suspension, il y a des cylindres blocs sur le train avant qui sont connus pour donner des signes de faiblesse qu'il faut remplacer, mais ça se fait sans trop de difficultés. Mais tu m'as dit aussi, c'est absolument pas sportif. Le châssis est absolument pas fait pour ça. Mais tu m'as dit en gros, faut rien lui demander. Ah non, mais tu peux pas attaquer un virage avec cette voiture, mais c'est pas prévu pour. Ouais. Elle est très très souple, voire molle hein, de suspension. On sent qu'elle est basse aussi. Mais même sans ça, j'en ai conduit d'autres, des coupés 800 que le mien, le comportement reste le même. Elle n'est pas prévue pour être sportive. Le moteur, par contre, est très coupleux et quand tu donnes dedans, tu as des belles accélérations, hein, mais en ligne droite. J'aurais tendance à dire la cote aujourd'hui pour un bel exemplaire comme le mien, ça peut tourner autour de 5-6 000 euros. C'est pas beaucoup quand même. Pas beaucoup plus, mais tu te souviens de ce qu'on disait quand on a fait l'épisode sur l'AMG? La cote des Rovers, aujourd'hui, honnêtement, elle est pas aussi soutenue qu'on aimerait en tant que vendeur. Par contre, en tant qu'acheteur, ça permet de faire quelques belles affaires des fois. Mais Nicolas, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir président du Rover Club et d'aimer autant cette marque c'est comme, honnêtement, je vais pas être, je pense, très original, hein, mais quand j'étais gamin, mon père a roulé en Rover. Les premières voitures que j'ai conduites avec le permis, donc c'était les Rovers de mon père. Mon premier job d'été, ça a été de travailler dans la concession Rover à l'endroit où on habitait à l'époque. Et après, je m'en suis très honnêtement détourné. Hein. Et ça n'est que bien des années après que, voulant m'acheter un véhicule, on va dire, du dimanche, je me suis réintéressé à Rover. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la marque, qui me passionne, tellement elle a connu des hauts et des bas. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette voiture, donc on va prendre le temps de raconter son histoire. Tu m'as dit qu'en fait, elle avait été développée pour le marché. Le coupé avait été développé pour le marché américain. Raconte ce qui s'est passé. En fait, Rover a toujours eu une histoire un peu compliquée aux États-Unis. Et quand ils ont lancé la Rover 800 berline en 86, Rover était vendu. Ils ont relancé à ce moment-là la marque aux États-Unis. Mais comme la marque Rover était un petit peu toxique là-bas, les Rover 800 n'étaient pas badgées Rover aux États-Unis, elles étaient badgées Sterling. Sterling qui était le nom des hautes finitions. Voilà, en Europe c'était le niveau haut de gamme des finitions, et aux États-Unis c'est devenu une marque à part entière. Et donc ils ont créé une nouvelle filiale aux États-Unis pour les distribuer. Ça a marché plutôt bien au début, 87, 88, puis après ça a commencé à se casser la gueule. Et le coupé, ils l'avaient vraiment développé au départ avec le marché américain en tête. Hein. On est vraiment complètement dans l'esprit coupé américain, grand tourisme, etc. Et au moment où ils allaient le commercialiser, le coupé, ils ont décidé d'arrêter la vente aux États-Unis. Donc le coupé s'est retrouvé sans marché. Et ils se sont dit, on va quand même essayer de le vendre en Europe, hein, après tout. Et donc ils l'ont lancé au Salon de Genève en mai 92, en Europe. Et en France, les premiers exemplaires ont été livrés
à l'automne. Mais alors, tu es en train de me dire qu'elle est morte-née, quoi, pratiquement, parce qu'il n'y avait pas de... C'est un coupé qui est mort-né. C'était le vaisseau amiral de la gamme, hein, clairement, mais comme je te disais tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment la clientèle rover en Europe pour ce genre de véhicule-là. Et dès janvier 95, Rover France a arrêté l'importation des coupés, alors qu'il a continué à être disponible dans les autres pays européens. Il s'est vendu dans le monde entier. Il s'est vendu dans toute l'Europe et en Angleterre en particulier, mais il était aussi disponible sur les autres marchés avec d'autres moteurs. Il a été disponible en Angleterre avec le 4 cylindres 2 litres, alors qu'en France, on ne l'a connu que dans sa version V6 Honda. Ouais, toute option, machin, voilà. Tu peux pas l'avoir. Machin. Nicolas, c'était du vol comme on aime, hein. C'était à l'arrache. Ah, il veut qu'on se remette là-bas. Ouais, voilà. Donc si vous voulez une Rover 827 Sterling SC, vous regardez cette vidéo, vous allez sur les petites annonces, 5 000 €, peut-être un peu plus. Et puis si vous voulez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, moderne, ancienne, électrique, on aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Ayez conscience qu'il faudra venir nous présenter la voiture en région parisienne un matin ou une après-midi, donc il faut prendre votre matinée. Et puis soyez patient, on a beaucoup d'avance. Et puis si vous voulez redécouvrir 10 ans d'histoire de POA, vous allez sur le site poa.tv, il y a toutes les rubriques, vous pouvez faire des recherches par marque, vous pouvez faire des recherches par sujet, par auteur, par membre de POA, enfin voilà. Et vraiment, il y a de quoi occuper vos longues soirées d'été. À bientôt, ciao.